Maintenant que je suis un cyborg, je ne me sens pas plus proche des machines ou des robots. Je me sens beaucoup plus proche de la nature et des autres espèces animales. Je pense que beaucoup de personnes croient que le fait d'incorporer la technologie va nous séparer de la nature. Pour moi, c'est plutôt le contraire. Désormais, je sens un lien plus étroit avec la nature parce que je peux percevoir les rayons ultraviolets et infrarouges. Je me sens proche des insectes parce que j'ai une antenne. Et je peux recevoir les couleurs de l'espace via Internet. Donc la technologie me permet d'avoir un lien avec la réalité, la Terre et l'espace que je n'avais pas avant. L'objectif, à très long terme, est de devenir artificiel à 100% et de quitter la planète, n'est-ce pas? D'abord, l'humanité a dépassé la capacité biologique de la planète et on pourrait se transformer pour être beaucoup plus efficace et diminuer notre empreinte écologique et voyager dans les étoiles et voir tout ce qu'il y a à voir. Je me vois comme un cyborg, comme un organisme cybernétique. J'ai longtemps été programmeur et l'implant cochléaire qui est dans mon corps est un mini-ordinateur. Et maintenant, j'aimerais bien le programmer moi-même. J'aimerais bien découvrir ce que cet ordinateur, qui est là de toute façon, peut faire de plus. Depuis que les humains ont inventé les puces électroniques, nous avons rêvé de les connecter à nous, ou de nous connecter à elles. Aujourd'hui, les appareils électroniques sont implantés pour soigner des troubles médicaux. Mais un jour, la technologie fera plus que de réparer les dysfonctionnements de nos corps. Elle nous améliorera en nous apportant plus de force, de nouveaux sens et peut-être même plus d'intelligence, faisant de nous des cyborgs. À travers le monde, des pionniers audacieux expérimentent déjà sur eux-mêmes. Les scientifiques sont plus prudents, mais certains rêvent d'augmenter les capacités du corps humain. Je pense que dans une centaine d'années, nous ne reconnaîtrons même plus le corps humain. Notre vision actuelle de ce qu'est le corps, à laquelle nous sommes si attachés, nous semblera limitée, stagnante, ignorante. En incorporant de la technologie robotique à notre corps, nous, humains, serons bien plus capables dans le futur. C'est un pas de géant par rapport à ce que nous sommes actuellement. Nous deviendrons des humains 2.0. Je pense que la technologie commence à pénétrer dans nos corps de façon imperceptible et que nous commençons à pénétrer notre base technologique de la même manière. Je pense que la fusion entre l'homme, le synthétique et l'organique, c'est le futur. Everything is go. The takeoff of the Atlas, blasted aloft by 360,000 pounds of thrust, carries the Mercury gracefully skyward. The Friendship 7... En 1960, à l'aube de l'ère spatiale, deux scientifiques américains inventent un nouveau concept, cyborg, la contraction d'organismes cybernétiques. Le mot définissait un humain amélioré qui incorporerait la technologie dans son corps afin de pouvoir survivre dans l'espace. L'idée du cyborg s'est répandue dans la culture populaire lorsque le magazine Life a publié un article illustré par Fred Freeman, un graphiste spécialisé dans le dessin d'exploration spatiale. Finalement, la NASA et les autres agences spatiales ont adopté une démarche inverse. Au lieu d'adapter l'homme, ils ont créé un environnement confiné adapté aux humains, la capsule spatiale et la combinaison spatiale. Aujourd'hui, les scientifiques travaillent à nouveau sur l'augmentation des astronautes. Hari Asada, un chercheur du MIT, a créé des membres artificiels supplémentaires pour améliorer les capacités des astronautes. L'appareil lit la position du vrai membre et coordonne rapidement les membres supplémentaires. Ces prototypes sont encore trop encombrants et lents, mais les développements futurs permettront un jour de les implanter. Nous avons parlé à la NASA
parce que les astronautes doivent accomplir de nombreuses tâches dans un environnement qui n'est pas très sûr. Donc, si nous avons des membres supplémentaires, ces membres pourraient attraper des structures au lieu que celles-ci ne soient manipulées par un bras de la navette. Certaines tâches seront effectuées par des membres robotiques et d'autres par les astronautes pour qu'ils puissent collaborer étroitement. Nous pourrons ainsi faciliter toute une opération à l'extérieur du vaisseau. Pour l'instant, les cyborgs ne sont pas encore dans l'espace. Mais sur Terre, certaines personnes ont déjà commencé à intégrer de la technologie dans leur corps pour augmenter leurs capacités. Je voulais rencontrer Manfred Clynes parce qu'il a inventé le mot cyborg. Nous sommes donc allés chez lui et nous avons passé quelques jours là-bas. Il était très irrité de la façon dont les films utilisent ce mot. Terminator et tous ces films qui utilisent le mot cyborg d'une façon complètement différente de ce qu'il avait défini dans son premier article. Nous devrions utiliser ce mot comme une façon d'explorer la réalité, pas comme une façon de nous détruire. Ce bras semble plus réel que celui que j'avais avant, lorsque j'avais mon vrai bras. C'est comme si je sentais son poids et qu'il faisait vraiment partie de mon corps. Bonjour. Enchanté de vous rencontrer. Magnus Niska, un conducteur de camion suédois, a perdu son bras il y a 13 ans. Pour quelle raison avez-vous été amputé? C'était une tumeur au départ. Avez-vous des douleurs fantômes? Non. Parfait, tant mieux pour vous. J'aimerais voir votre membre. Magnus possède le bras bionique le plus perfectionné au monde. Il est unique parce qu'il est ostéo-intégré, implanté dans l'os au lieu d'être attaché de façon externe au moignon. Des électrodes implantées dans ses nerfs et muscles sont stimulées électriquement lorsqu'il touche un objet, ce qui lui procure le sens du toucher. Il peut ressentir en 3 points différents. Il y a 3 points de contact autour du nerf. Selon le contact utilisé, il sentira que vous le touchez à des parties différentes de la main. Max Ortiz Catalan, un ingénieur mexicain, est le créateur du bras de Magnus, qui a été implanté en 2013. Peut-être que vous pouvez nous montrer certaines tâches. C'est trop glissant. C'est difficile à mettre, même pour moi. Max et Magnus sont en Suisse pour participer au premier Cybathlon, un événement organisé par l'école polytechnique fédérale de Zurich pour promouvoir les innovations technologiques qui aident les personnes handicapées. Les premiers Jeux olympiques cyborg, en quelque sorte. Le Cybathlon illustre l'importance croissante de la recherche et de l'industrie bionique. Des équipes de pays différents sont en compétition dans différentes disciplines. Des exosquelettes motorisés, des bras motorisés, des jambes motorisées, des fauteuils roulants motorisés et des interfaces cerveau-ordinateur pour jouer à des jeux vidéo actionnés par la pensée. Les courses se basent sur des tâches de la vie quotidienne. Tous ces appareils sont faits pour restituer des capacités physiques à ceux qui les ont perdues. Mais il y a déjà des scientifiques qui envisagent d'utiliser la technologie au-delà de la réhabilitation pour améliorer l'être humain. Du fait du futur de la bionique, des interactions homme-machine, de la fusion du design technologique avec la physiologie, je ne peux pas imaginer qu'on n'intègre pas la bionique dans l'équation. Le futur du sport serait tellement ennuyeux.
On se contenterait de se disputer autour d'une fraction de seconde dans une course. Beaucoup de bras bioniques permettent une rotation du poignet à 360 degrés. Cette rotation complète semble peut-être banale, mais c'est exactement comme cela que la technologie franchit la frontière entre la restauration et l'augmentation. Les prothèses que nous avons sont très solides. Vous savez, quand vous êtes dans le laboratoire et que vous faites des tests, il ne faut pas y mettre votre main, elle pourrait être broyée. Je pense que l'augmentation humaine est possible, mais à ce stade, vous savez, on se bat toujours pour éliminer le handicap. Parce qu'il est implanté, le bras de Magnus fait de lui un véritable cyborg, un cas unique dans le domaine bionique. Mais il y a une autre technologie qui a changé 300 000 personnes en cyborg à travers le monde, les implants cochléaires, qui permettent aux sourds d'entendre. Edo Park est programmeur informatique. Il vit à Berlin. Il a perdu l'ouïe lorsqu'il avait 20 ans. Maintenant, ces deux implants cochléaires lui permettent de percevoir des sons à nouveau. C'était un sentiment incroyable. C'était comme « Waouh, je suis à nouveau là. Le monde est à nouveau là. » L'implant cochléaire est constitué de deux parties. L'une est invisible de l'extérieur, car elle disparaît complètement dans mon corps. Et l'autre se porte comme un appareil auditif derrière l'oreille. Je colle juste cette bobine à l'arrière de ma tête. Elle est magnétique et sous la peau, j'ai un récepteur qui récupère le signal et le transmet sur mon nerf. Les pulsions électriques stimulent mon nerf auditif, ce qui crée le même effet sur mon cerveau. Cette audition est un peu différente de l'audition naturelle. C'est très difficile à expliquer. Ça sonne un peu sphérique, ça sonne un peu techno, une sorte de nappe sonore. Mais cette sensation étrange disparaît avec le temps. On s'habitue à cette audition différente comme on s'habitue à voir les couleurs différemment quand on porte des lunettes de soleil. Ces implants ont toujours des inconvénients, comme les risques chirurgicaux, une portée de fréquence limitée, une qualité audio médiocre dans certaines situations, et il faut souvent remplacer des piles. Mais le patient apprécie déjà un certain degré d'amélioration. Ça peut paraître stupide, mais une des caractéristiques de l'implant cochléaire que je préfère est de pouvoir l'éteindre. Je l'enlève et je redeviens sourd instantanément. Grâce à cela, je suis devenu le locataire idéal pour les appartements pas chers, près des voies ferrées bruyantes. Ce câble vient de mon implant. À l'autre extrémité, il y a une prise mini-jack. Je peux la brancher partout. Et je peux alors entendre ce qui sort d'un téléphone, ou d'une chaîne Hi-Fi, ou de n'importe quel appareil auquel je me branche. Du coup, je reçois les appels directement avec mon cerveau. Actuellement, j'utilise principalement deux programmes. Un pour le quotidien, et l'autre spécifiquement pour les environnements bruyants. C'est plutôt cool, parce que dans les clubs très bruyants, j'entends et je comprends beaucoup mieux que les gens normaux, qui doivent se crier mutuellement dans l'oreille. Ils demandent si tu as passé un bon week-end. Ah, d'accord, oui. Même si les basses sont très fortes, boum, 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 ça fonctionne très bien.
As-tu une carte de visite? Non, je n'ai pas de carte. Mais tu peux avoir mon contact sur ton téléphone en le posant au-dessus de ma main. J'ai une puce dedans. Vas-y, essaye. J'ai longtemps été programmeur. Et l'implant qui est dans mon corps est un ordinateur. Et maintenant, je suis face à lui et j'aimerais bien le programmer. J'aimerais bien savoir ce que cet ordinateur, qui est là de toute façon, peut faire de plus. Est-ce que je peux entendre des sons très faibles? Est-ce que je pourrais soudainement percevoir d'autres gammes de fréquences, comme les ultrasons? Est-ce que le monde sonnerait soudainement différemment, en entendant uniquement ce que les oiseaux peuvent entendre, ou encore les chauves-souris? Si on compare les humains aux autres espèces animales, on se rend compte que les humains ont une perception très limitée de la réalité. L'antenne me permet de percevoir une strate qui va au-delà du visible. Je peux percevoir les rayons ultraviolets. Donc, si je vois une fleur et que je perçois les rayons ultraviolets, alors je sais que l'abeille est là, à cause des ultraviolets. Mon nom est Neil Harbisson et je suis un cyborg. C'est comme ça que je me sens. Depuis que j'ai 11 ans, je sais que je suis complètement acromate. Je ne vois pas les couleurs. Mais même si on ne les voit pas, on ne peut pas ignorer que les couleurs existent. Je voulais donc avoir une perception des couleurs, non pas que voir en noir et blanc soit négatif, mais comme tout le monde utilise et parle des couleurs, je voulais partager cet aspect social de la vie. Les beaux paysages de mer ou de nature ne sonnent pas aussi bien que je ne l'imaginais. J'ai beaucoup de plaisir à percevoir les supermarchés, car ils sonnent très colorés et si stimulants. La caméra au bout de mon antenne capte la couleur dominante devant moi, puis elle envoie les fréquences de lumière à une puce fixée sur mon crâne, qui les transpose en vibrations, et elles deviennent des notes de musique à mes oreilles. Ce n'est pas moi qui ai décidé du son de chaque couleur, c'est la fréquence du son que j'entends. Lorsque je marche dans la rue, je perçois de la musique partout. Les jaunes des boîtes à lettres, c'est la note sol. Les arbres sont des la. Certains immeubles peuvent être des do majeurs, d'autres ressemblent à des la bémol. Et quand j'entends des sons, je peux lier le son à une couleur ou un objet. La tonalité de la plupart des lignes téléphoniques est verte. On dit que nous sommes noirs ou blancs, mais ce n'est pas vrai. Nous sommes tous différentes nuances d'orange. La manière dont les gens interprètent mon antenne n'a pas cessé de changer. En 2004, ils pensaient que c'était juste une lampe de lecture. Puis en 2006, un microphone. En 2008, un téléphone Bluetooth. En 2010, ils pensaient que c'était une GoPro que je filmais. En 2012, une sorte de Google Glass. Et récemment, un enfant m'a demandé si c'était une perche à selfie. Maintenant que j'ai un nouveau sens, je m'en sers pour m'exprimer artistiquement et je crée des portraits sonores. Au lieu de dessiner le visage d'une personne, je note les sons des yeux, de la bouche, des cheveux de la personne. Et puis je peux faire l'inverse, qui est de peindre ce que j'entends. Voici Baby de Justin Bieber transposé en couleur. Cette sculpture permettra d'interférer dans ma vie quotidienne en plaçant des couleurs sous l'antenne du buste. Donc si je suis à New York mais que quelqu'un ici à Barcelone met du violet sous l'antenne, je percevrai soudain du violet à New York. Je vais lancer une petite vidéo avec toutes les couleurs que j'ai reçues au cours des 5 derniers mois.
domaine crée beaucoup d'interactions avec des inconnus. Je parle à des inconnus chaque jour de ma vie et je dois expliquer ce que c'est. Les infrarouges me permettent de savoir s'il y a des détecteurs de mouvement dans les magasins ou les banques et si l'alarme est en marche ou pas. Il y a peut-être 15 ou 20 ans, les gens disaient « mon téléphone mobile n'a plus de batterie ». Mais maintenant, ils disent « je n'ai plus de batterie ». Ce changement de discours est un signe évident que nous sommes déjà liés psychologiquement à la technologie à différents niveaux. Au revoir. Ah, c'est vrai ça. Bonjour, je m'appelle Tim Cannon. Et moi, Sean Server. Nous sommes les membres de l'équipe de développement chez Greenhouse Wetware. Nous allons présenter certains équipements sur lesquels nous allons travailler. Ceci est un équipement réalisé par des cyborgs pour des cyborgs. Je me suis fait implanter un aimant néodyme à l'annulaire gauche et j'ai réalisé beaucoup d'expériences avec, pour voir quelles informations sensorielles je peux recevoir. Lorsque j'ai eu mon premier aimant au doigt, j'ai eu une prise de conscience vraiment stimulante. Vous sentez la présence de quelque chose alors que vous ne saviez pas que cette chose était là, grâce à votre augmentation. Et à ce moment-là, vous vous dites, je suis aveugle, je suis bien plus aveugle que je ne le pensais. Il y a des choses qui se passent autour de moi, des choses qui existent dans l'espace avec lesquelles j'interagis tout le temps, mais mon corps n'est pas équipé pour les percevoir. Tim Cannon vit près de Pittsburgh. Enfant dans les années 80, Tim a été le témoin de l'importante désindustrialisation dont la ville a souffert, en partie due aux robots qui ont remplacé des employés dans les industries de l'acier et de l'électronique. Quand j'étais enfant, il y avait beaucoup de discussions autour des robots qui prenaient les emplois dans les usines, la métallurgie. On en parlait tout le temps et moi je me disais, ça serait peut-être bien si on pouvait être aussi puissants que ça, nous, si on pouvait être les robots. Tim est maintenant un biohacker et un cyborg, et l'un des fondateurs de Greenhouse Wetware, un groupe de body hacking. J'ai vu beaucoup de science-fiction, vous savez, dans les années 80. Il y a eu Robocop, et Terminator, et tout ce genre de films où les gens sont mélangés à des machines pour obtenir des capacités surhumaines. Ça semble être la bonne voie à suivre. J'exécute un logiciel en ce moment sous ma peau. Ça, pour moi, c'est vraiment génial. C'est comme comprendre que je pourrais ajouter n'importe quel capteur et qu'il pourrait détecter et lire des choses. Et puis, en ajoutant une connexion Bluetooth, on pourrait connecter ces informations collectées au monde digital. Et ce sont des choses qui sont sur le point d'arriver. Donc, j'ai mon implant North Star ici, qui est une simple lumière. J'ai un XNT ici. Il a les coordonnées de ma maison, qui sont actuellement stockées dessus. Donc je peux passer mon téléphone dessus, et cela ouvre le plan de ma maison. J'ai un aimant dans ce doigt, qui me permet de sentir les champs électromagnétiques, et ce genre de trucs. J'ai aussi un aimant dans mon tragus, qui peut bombarder des sons, et des tonalités. C'est assez intéressant. On peut entendre de la musique dedans si on le met là. Et puis, on m'a inséré mon implant circadien ici, et il s'est fixé là. Salut tout le monde, mon nom est Tim Cannon. Je viens de devenir le premier homme à s'implanter un appareil dans le corps, dont le but est la simple augmentation de soi. Il y a quelques années, Tim s'est fait implanter le Circadia. Cet appareil biomédical transmettait sa température corporelle sur Internet via Bluetooth. Son code était en open source. Et Tim l'avait pensé pour que l'utilisateur ait un contrôle complet sur la collecte et l'utilisation des données. Le Circadia était un prototype pour prouver la validité du concept. Tim l'a fait retirer après 3 mois, une fois le succès obtenu. La simple preuve que cela puisse être fait aurait dû créer un tremblement de terre. Mais tout le monde s'est contenté de dire « Oh, regardez, comme ce truc est gros !» Ok, je vois, vous avez tout compris. Allez, on y va. Nous avons beaucoup appris grâce à cette expérience. Et nous avons aussi appris que nous allions le rendre plus petit. Ouais, plus petit, c'est vraiment bien. Il y a F4 MHz, la puce 8044, c'est ça? Oui.
Nous faisons des choses en dehors du contexte d'un laboratoire officiel. Vous savez, nos héros sont des gens comme William Gibson, cette esthétique cyberpunk, futuriste, particulière, à la Blade Runner. Et donc c'est avec ce genre de choses qu'on a grandi. Plutôt que de se dire, ces trucs c'est bon pour les scientifiques, non? Nous on s'est dit, il y a des images de ça en train d'être fait dans les ruelles et les caves, avec des amis qui se le font entre eux, parce que c'est tellement accessible. Bon ben, c'est ça le futur que nous on a envie de voir. Le programme ne répond pas. C'est notre programmateur de poche? Ouais. Et il ne marche pas? Ouais, non. Nous n'avons plus de programmateur de poche qui fonctionne. Vraiment? C'est exactement ce qui s'est passé avec la révolution du PC, non? Une fois que le PC est devenu accessible, c'est là que l'innovation a explosé. Et c'est ce que nous aimerions voir dans le biohacking. C'est cette explosion d'innovation et qu'elle ait lieu en dehors des contextes formels. Et simplement que ça libère la créativité de l'esprit humain. La grande révolution ne sera pas faite par des sociétés, ce sera une révolution d'amateurs. Ce sont tous ces ados qui sont à la maison avec tout un langage de robotique. Ils peuvent créer des sens, ils peuvent créer des robots. Je pense que nous avons besoin de laisser les gens construire ce qu'ils ont envie de construire, non? Et de leur donner les outils pour le faire. C'est notre but principal. Tim, Neil et Eno ne sont pas seuls. Partout dans le monde, des individus et des organisations en dehors des institutions scientifiques explorent comment fusionner différentes technologies avec le corps humain. Prothèses de bras produites par impression 3D. Des puces radiofréquences qui permettent à l'utilisateur d'accéder à des bâtiments, de se connecter à des ordinateurs ou d'effectuer des paiements d'un geste de la main. Ces dispositifs ont été promus lors d'Implant Parties, partout dans le monde, de la Suède à l'Australie. Félicitations pour votre augmentation. Allez, on l'applaudit.